des myélopathies vasculaires. Donc il y a un chapitre à part donc, des myélopathies qui est à cheval entre les myélopathies aiguës et les myélopathies progressives, et nous allons voir pourquoi. Donc les myélopathies vasculaires donc, représentent un groupe hétérogène donc d'affections ischémiques ou hémorragiques qui peuvent être innées ou acquis, de diagnostics souvent délicats, avec la clinique qui va dépendre de l'artère concernée, mais également du mécanisme physiopathologique en cause et de l'étiologie. Et le diagnostic est basé sur l'imagerie morphologique et vasculaire de la moelle, et le pronostic dépend de la précocité du diagnostic. Alors, donc, dans ma présentation, donc, je ferai un rappel anatomique sur la vascularisation de la moelle, puisque c'est l'objet de la présentation. Et puis, donc, avec deux grands chapitres, l'infarctus médulaire et les malformations vasculaires. Donc, rapidement, par rapport donc, à la vascularisation de la moelle, donc, elle est assurée par deux systèmes, un système longitudinal et un système transversal, donc assuré par les artères radiculomédulaires qui viendront renforcer les axes descendants, et puis un réseau anastomotique riche qui explique la variabilité des tableaux cliniques. Donc, l'artère spinale antérieure, elle naît donc des deux artères vertébrales et donc qui cheminent tout au long donc du sillon médian antérieur, avec donc les branches, les principales branches, c'est les artères sulcales qui vont assurer la vascularisation des deux tiers antérieurs de la moelle. Les artères spinales postérieures, elles naissent des artères vertébrales, mais également des artères cérébelleuses postéro-inférieures, avec un trajet descendant le long de la moelle en dedans, donc des racines postérieures. Et donc le territoire, c'est les cordons postérieurs et la racine postérieure. Le système horizontal est partagé entre les artères radiculaires et puis le réseau anastomotique périmédulaire ou vasocoronaux. Donc ces artères radiculaires, elles naissent des artères segmentaires qui sont les branches de l'artère sous-clavière ou également de l'aorte. Et donc du fait, à ce niveau-là, au niveau thoracique haut, ça serait une zone de prédilection des infarctus puisque c'est un territoire jonctionnel. Alors ces artères donc, vont se rejoindre on a l'artère antérieure et postérieure qui va rejoindre les artères spinales, et la plus large est l'artère d'Adamkiewicz, donc qui est une artère radiculomédulaire antérieure et qui peut naître entre T8 et L2, et les deux racines, donc le territoire, c'est les deux racines nerveuses et la partie périphérique des deux cornes. Les artères sulcales qui naissent de l'artère spinale antérieure, qui cheminent à l'intérieur du sillon médian antérieur, et le territoire, c'est celui donc, de l'artère spinale antérieure, à savoir les cornes antérieures, la base des cornes postérieures, et puis les cordons antérieurs et latéraux, soit les deux tiers antérieurs de la moelle. Le vasocorona, donc, c'est les artères anastomotiques donc, à la surface piale de la moelle qui vont rejoindre les trois artères spinales et qui donnent des branches périphériques, donc assurant un système centripète de vascularisation de la moelle. Et donc, elles sont plus longues au niveau donc, des cordons postérieurs, ce qui explique la taille et le siège des infarctus. Et ce réseau assure la relève quand les axes principaux sont compromis. Le drainage veineux, il est similaire aux artères spinales, avec une seule artère spinale antérieure, veine spinale antérieure et veine postérieure, donc qui vont rejoindre les veines radiculaires, le plexus vertébral interne, le plexus vertébral externe, pour rejoindre la veine azygose et hémiazygose avant donc de se jeter dans la veine cave supérieure. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'opposé des veines radiculaires, les veines intramédulaires ne possèdent pas de valvules. Et donc, en cas de stase veineuse, on aura une augmentation de la pression intramédulaire. C'est le cas des fistules artéroveineuses qu'on verra. Alors, juste un mot pour le système autonome, c'est que, donc, au niveau de la région thoracique, on a une innervation sympathique de la plupart donc, des organes et des viscères, ce qui explique les signes dysautonomiques qui peuvent accompagner une atteinte spinale. Alors, donc dans la pathologie vasculaire de la moelle, donc il y a les infarctus spinaux du fait d'un défaut de perfusion, donc une ischémie artérielle, mais également les malformations artério-veineuses. Les malformations artério-veineuses qui vont agir soit par une rupture, une compression, un défaut de drainage ou un nouveau détournement. Concernant les infarctus spinaux, donc ils représentent seulement 1% des accidents vasculaires et 14% donc, des myélites aigus, et ça touche l'adulte.
Alors, effectivement, cette rareté est expliquée par le fait que la moelle est moins sujette à l'athérosclérose par rapport au cerveau, du fait de son riche réseau de suppléance et les emboles. Donc, ils trouvent des difficultés pour se loger à ce niveau. Et donc, le tableau clinique qui est variable sera à l'origine d'un retard diagnostique, ce qui explique la morbimortalité de cette pathologie. Et le siège de prédilection, c'est l'artère spinale antérieure. Alors, sur le plan clinique, bien entendu, c'est un déficit essentiellement brutal, mais parfois un peu plus progressif, ce qui va dépendre du mécanisme lésionnel. Le déficit, on aura un déficit sensitivo-moteur en deçà du niveau de la lésion et différents tableaux cliniques, celui de l'artère spinale antérieure, postérieure et veineux. Concernant l'infarctus de l'artère spinale antérieure, c'est le plus fréquent et touche l'adulte avec une moyenne d'âge de 64 ans et le siège essentiellement thoraco-abdominal, thoracolombaire expliqué par le territoire de l'artère d'Avalkiewicz. Ça peut être une occlusion unie pour perfusion de cette artère et l'étiologie principale est la chirurgie de l'aorte avec un pronostic réservé. Comment va se manifester donc cette atteinte? C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'artère spinale antérieure, avec bien entendu une paraplégie flaccide et troubles sphinctériens qui sont précoces et de type rétentionnel, l'anesthésie thermoalgique expliquée donc par cette vascularisation et la préservation de la proprioception. Mais malgré tout, parfois ça peut être atteint parce que dans ce territoire, on a le territoire profond, donc des cordons postérieurs sont également vascularisés par l'artère spinale antérieure. Et puis les signes dysautonomiques. En plus des troubles sphinctériens, on peut avoir une hypotension au repos ou orthostatique qui peut être cause ou manifestation de l'infarctus. Alors, quand l'infarctus est total, donc nous avons le début brutal avec la douleur qui est un signe important dans cette pathologie, qui est le plus souvent de siège dorsal, mais parfois peut prendre l'aspect d'une douleur radiculaire ou en ceinture et qui va préciter les symptômes donc de quelques minutes ou heures, et que nous aurons le syndrome de l'artère spinale antérieure, la paraplégie, l'anesthésie thermoalgique et la préservation de la proprioception. Si l'atteinte cervicale, bien entendu, on aura la tétraplégie et des troubles respiratoires. Mais il faut savoir que dans l'atteinte cervicale et lombaire, on peut avoir de l'amyotrophie précoce par atteinte de la corne antérieure ou des racines antérieures. Mais cet infarctus, du fait de cette richesse anastomotique, donc il peut être partiel. Soit il va toucher donc, le territoire central de la moelle, donc quand il y a une atteinte de ces artères supracommissurales. L'infarctus est en général bilatéral. Il va intéresser les cornes antérieures dans cet aspect classique, donc à l'IRM en image, donc en œil de hibou ou de serpent, et le siège essentiellement cervical ou dorso-lombaire. Quand l'atteinte est cervicale, elle peut se manifester uniquement par un déficit des deux membres supérieurs à prédominance distale, mais parfois l'atteinte proximale associée va donner le tableau de diplégie brachiale et donc l'aspect d'homme en tonneau. Quand l'atteinte est possiblement unilatérale, s'il y a une atteinte, une naissance séparée des deux artères cervicales. Toujours dans l'atteinte partielle, on peut avoir un infarctus de l'hémimoelle quand on a une artère spinale antérieure double qui vascularise chacune une hémimoelle, ou bien une vascularisation alternante droite-gauche de chaque hémimoelle par des artères cervicales qui ne vont pas bifurquer au niveau de la ligne médiane. Ce syndrome de grande séquoie sera souvent incomplet par l'absence des troubles sensitifs proprioceptifs. L'infarctus du territoire spinal postérieur est très rare car il y a beaucoup de suppléance et donc vous concevez qu'on aura des paresthésies et donc une atteinte vibratoire et sous-lésionnelle, et en fonction de l'extension de l'infarctus, on peut avoir un déficit d'un membre inférieur. L'infarctus transverse total donc, de la moelle, c'est quand l'artère, bien sûr, antérieure et postérieure sont touchées, et là la paraplégie est massive, les troubles sphinctériens, l'anesthésie est complète, à limite supérieure nette. Parfois, on peut avoir une hypoesthésie relative au-dessus de la zone anesthésiée, le pronostic est réservé, et en général, c'est des occlusions de type d'origine embolique. L'infarctus centromédulaire donc intéresse un territoire jonctionnel, soit dans le sens transversal entre l'artère cérébrale spinale antérieure et postérieure, ou dans le sens longitudinal essentiellement donc thoracique. Et donc ça va toucher la substance grise et la substance blanche juxta-commissurale des cordons postérieurs. Elle va épargner la substance blanche périphérique.
ils peuvent être isolés ou représenter l'extension vers le haut d'un infarctus transversal. Alors les causes en général, c'est les défaillances hémodynamiques et les infarctus veineux. Là, sur une étude donc de 28 patients ayant un infarctus spinal, on voit bien que le mode d'installation peut être en quelques minutes à 3 ou 4 jours. La douleur est fréquente. Souvent, c'est une paraparésie. Le patient ne peut pas marcher avec des troubles sphinctériens et des troubles sensitifs et la topographie essentiellement thoracique. Alors, le diagnostic repose sur l'IRM médulaire pour visualiser l'infarctus, mais également l'exploration aortique comme étant la principale étiologie. La PL n'est pas spécifique, essentiellement pour éliminer les diagnostics différentiels, mais on peut retrouver une plébiscitose d'hyperprotéinoachie non spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de l'IRM? Il faut savoir qu'à la phase aiguë, sur les séquences T2, T1, elle est souvent normale du fait d'une bonne collatéralité, mais donc sur les séquences de diffusion, on peut avoir une restriction de la diffusion qui va confirmer l'ischémie. À partir donc de GHG2, on aura un œdème de la moelle et des anomalies T2, soit un hypersignal sur plusieurs segments médulaires ou l'aspect de d'ischémie partielle. À partir du deuxième jour, on peut avoir une prise de contraste et donc un stade tardif, une atrophie. Un élément important qui peut être orientateur, c'est l'hypersignal du corps vertébral qui témoigne d'une ischémie associée, et donc c'est un élément sémiologique intéressant. Donc là, vous voyez une patiente donc, à la phase aiguë qui a présenté un déficit hémicorporel, et donc avec une IRM normale, et donc sur les séquences FATSAT, on a une dissection donc, de l'artère vertébrale, donc expliquant la symptomatologie. Et puis HG6, l'hypersignal qui apparaît donc, sur les séquences donc, sagittales et axiales. Alors l'apport de cette IRM peut être amélioré par l'injection de Gado ou les images de diffusion qui, elles montrent le tel cytotoxique et il faut savoir répéter l'IRM. Donc là, vous voyez la prise de contraste hétérogène et puis sur les séquences de diffusion, on a l'hypersignal avec une diminution de l'ADC. Donc là, l'exemple de ce qu'on peut retrouver, une ischémie postérieure dans l'artère spinale postérieure, une atteinte antérieure prédominant donc sur les cordes antérieures et un infarctus centro-médulaire. Alors le diagnostic différentiel à l'IRM peut se poser avec la myélite aiguë. La différence c'est qu'à la phase aiguë, il y a toujours un hypersignal T2 par opposition à l'infarctus où il peut être normal. Les autres myélopathies aiguës. Et ce qu'il faut retenir, c'est que devant un tableau de myélopathie aiguë à IRM normale, il faut penser à l'infarctus. Alors, les étiologies, c'est essentiellement les maladies de l'aorte et de la chirurgie de l'aorte, mais également les occlusions des artères originaires des artères segmentaires, alors que l'occlusion primitive des artères spinales relève d'étiologies infectieuses, inflammatoires et pathologiques, sans oublier les défaillances hémodynamiques, certaines embolies dans les artères spinales, compression médulaire, mais l'étiologie peut-être n'est pas retrouvée et on parle donc d'infarctus idiopathique. Le traitement est essentiellement symptomatique avec la prévention des escarres, les sondages intermittents, le traitement des douleurs et détecter les symptômes dysautonomiques. Les thérapeutiques médicamenteuses, il y a eu beaucoup d'essais fondamentaux sur les facteurs qui luttent contre les cascades inflammatoires avec des résultats encourageants chez l'animal et donc un cas été rapporté de thrombolyse avant 3 heures de récupération des symptômes. Alors l'évolution à court terme, 20% de mortalité, une amélioration spontanée est rare et 7% donc dans les 24 heures. À long terme, toujours le décès est important, c'est entre 20 et 57% en chaise roulante et des séquelles douloureuses avec une dépression. Les facteurs prédictifs de récupération, c'est un déficit sensitif moteur initial incomplet, un signe de Babinski qui témoigne que la corde antérieure n'est pas touchée, le score moteur à 72 heures d'admission et l'absence de déficit thermoalgique, c'est-à-dire la lésion n'est pas et peu extensive. Les infarctus veineux, donc l'installation est rapide avec les douleurs dorsales ou abdominales irradiant vers les membres inférieurs. Et 1 ou 2 jours après, la paraplégie, les troubles sphinctériens, avec un pronostic mauvais, puisque le déficit s'étend rapidement avec un handicap sévère ou la mort, avec les étiologies vasculaires, donc malformation, compression et accident de décompression. Concernant les malformations vasculaires, elles sont rares, avec une variabilité clinique.
Elles sont subdivisées en fistules et en malformations, et les fistules durales, intradurales, donc sont les plus fréquentes, et la précocité du diagnostic est garante d'une meilleure évolution. Ces malformations sont basées, sont classées selon le type de communication artéro-veineuse et la topographie, et la notion du nidus. C'est quoi le nidus? C'est ce réseau de vaisseaux pathologiques qui s'interpose entre les artères nourricières et les veines de drainage. Et donc, on parle de fistules artéro-veineuses quand le shunt est direct, et de malformation artéro-veineuse quand elle fait intervenir un nidus. Donc sur le plan anatomique, on a le type 1, c'est les fistules durales qui sont les plus fréquentes à l'intérieur de cette enveloppe diurnémienne, le type 2, intraparenchymateux, et le type 4, périmédulaire. La physiopathologie donc, de l'atteinte médulaire se fait par l'hyperpression veineuse parce qu'il y a une artérialisation des veines, et donc on aura une hyperpression veineuse avec congestion ischémie, soit qu'il y a une hémorragie du fait de la fragilité vasculaire, une compression médulaire, soit par un anévrisme des varices, un hémodétournement, une thrombose veineuse, et donc on aura une myélopathique aiguë ou progressive. Le diagnostic sur l'IRM et l'angiographie, et les fistules artério-veineuses durales qui sont les plus fréquentes, donc à connaître, où le shunt est situé entre une artère radiculomédulaire et la veine de drainage dorsale, et elle siège essentiellement au niveau donc thoracique. La clinique, c'est un sujet âgé de 50 ans, sexe masculin, un début assez insidieux avec des radiculalgies des membres inférieurs mal systématisées, soit bilatérales ou à bascule, avec un déficit sensitif mal systématisé, et c'est 2 ans à 3 ans plus tard que le tableau de myélopathie lentement progressif et ascendante va s'installer, avec un déficit positionnel, parfois s'aggravant à la marche, mais parfois également régressif qui retarde encore le diagnostic. Comme on peut avoir un tableau de radiculopathie, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de localiser le siège donc, de la fistule. Le diagnostic, on aura un hypersignal T2 intramédulaire qui témoigne de l'œdème et ces éléments de vide vasculaire sur la face dorsale de la moelle. La prise de contraste est possible et l'angiographie qui va nous montrer la fistule avec l'artère nourricière, la veine de drainage, vous voyez là, qui va rejoindre les veines spinales postérieures. La prise de contraste, donc cet hypersignal peut prendre donc, le produit de contraste. Et sur une angio-IRM, vous avez la veine de drainage qui rejoint le réseau périmédulaire et puis le shunt artério-veineux. Alors le diagnostic différentiel se pose avec des vaisseaux dilatés à l'IRM mais avec une angiographie normale. Donc ça peut être une compression tumorale, un canal ombéré 3 ou une occlusion de la veine cave supérieure, ou bien l'hypersignal T2 d'une tumeur ou d'une myélite. Alors le traitement, c'est en fait, il faut déconnecter la veine de drainage post-fistule du plexus périmédulaire pour éliminer son artérialisation. Et donc la technique peut être chirurgicale ou endovasculaire avec une amélioration dans 50%, mais le pronostic reste sombre du fait d'un retard diagnostique. Les malformations intramédulaires sont plus rares et donc où il y a un nidus entre l'artère spinale antérieure et les veines de drainage. Là, c'est essentiellement la moelle cervicale et thoracique avec 2 types compacts ou un peu plus diffus et association d'un anévrisme de l'artère spinale. C'est un sujet plus jeune que les fistules. Une hémorragie intramédulaire, une hémorragie sous-arachnoïdienne ou une myélopathie progressive par compression. Et parfois, on a donc des angiomes du tronc sous-cutané ou musculaire qui peuvent nous orienter vers une origine génétique. Le diagnostic va montrer les zones de vide vasculaire intramédulaire, mais également périmédulaire, donc tubulaire, et l'artériographie qui va montrer l'artère nourricière, le nidus, ce petit halo ici, et les veines donc, de drainage. Le traitement est essentiellement endovasculaire. On va occlure l'artère nourricière pour exclure le nidus, alors que la chirurgie, c'est essentiellement l'exclusion du nidus, mais avec une morbidité importante. Les fistules artéroveineuses périmédulaires, donc elles sont postérieures, où il y a une communication directe entre l'artère et la veine spinale sans intervention de nodule, classées selon leur volume, et elles touchent essentiellement le cône médulaire, et la clinique va dépendre soit une myélopathie progressive, une myélopathie aiguë par rupture d'anévrisme ou une myélopathie compressive.
Le diagnostic, donc, essentiellement, c'est la compression de la moelle par les varices. Vous voyez, donc là, une compression médulaire. Et puis, l'artériographie qui va montrer le négus et l'absence de négus, puisque c'est une fistule, l'artère et la veine de drainage. Et le traitement, donc, dépend de la taille et la topographie. Et puis, un mot sur les fistules épidurales. Les fistules épidurales, donc, qui vont se manifester à ce niveau-là, au niveau de l'espace épidural, et se manifester par une myélopathie progressive ou une hémorragie. Le traitement peut être conservateur. Et les cavernomes, donc, qui vont se manifester de façon aiguë par un saignement intravisionnel. L'image classique donc, de Popcorn ou de mur, la TDM qui montre les calcifications extensives, et l'angiographie est peu contributive avec un traitement exclusivement chirurgical. Vous voyez là l'aspect d'hyposignal périlésionnel, l'aspect en mur, et puis un saignement périlésionnel. Donc là, juste pour résumer entre les fistules durales, les fistules donc, durales avec leur siège et l'âge et la manifestation progressive, les malformations essentiellement à manifestation aiguë, les périmédulaires progressives et puis les fistules épidurales et les cavernomes. Voilà, donc le tableau de myélopathie aiguë avec IRM normale, pensez à l'infarctus spinal. L'artère spinale antérieure est la plus fréquente. Les malformations vasculaires peuvent se présenter de façon progressive avec une souffrance médulaire et la dilatation vasculaire à l'IRM. L'angiographie sélective permet le diagnostic précis et le pronostic est réservé à cause du retard diagnostique. Je vous remercie.